hacking into Pentagon and NASA systems. 40 million credit card and debit numbers stolen. À la surface, la Station spatiale internationale peut chauffer jusqu'à 120 degrés. Le système interne de contrôle de la température et de l'humidité maintient un climat adapté à la survie humaine. Si ce système venait à tomber en panne, les astronautes à bord seraient littéralement cuits vivants. Et à cet instant précis, un pirate informatique vient de s'emparer du logiciel de ce système. Ce n'est pas un agent d'un gouvernement ennemi, mais un adolescent de 15 ans, installé tranquillement dans sa chambre. Il a réussi à infiltrer 13 ordinateurs de la NASA. Ce jeune prodige est considéré comme l'un des hackers les plus talentueux de sa génération. Et il ne s'est pas contenté de s'introduire dans les serveurs de la NASA. Il a aussi piraté le Pentagone. Et voici son histoire. Nous sommes en 1989, dans une banlieue du sud de la Floride. Voici Jonathan James, âgé de 6 ans. Alors que les autres enfants jouent dehors, lui reste à la maison collé à l'ordinateur familial. Il passe la plupart de son temps à jouer, mais ses parents commencent à s'inquiéter de son obsession. Son père, lui-même programmeur, installe un contrôle parental sur l'ordinateur. Mais Jonathan le contourne facilement. À l'adolescence, il se plonge dans les livres consacrés au langage C, un langage de programmation de bas niveau, et au système d'exploitation Unix, ancêtre de Linux et de macOS. Il étudie le code source de manière approfondie et échange avec d'autres passionnés d'informatique. Il passe des nuits entières devant l'écran, absorbé par ses découvertes. Un jour, sans prévenir personne, Jonathan désinstalle Windows de l'ordinateur familial pour y installer Linux. Personne ne le lui a demandé et personne ne peut l'en empêcher. Ses longues heures devant l'ordinateur provoquent régulièrement des disputes avec ses parents. Quand ceux-ci finissent par confisquer sa machine, Jonathan fugue et déclare qu'il ne reviendra à la maison que lorsqu'on la lui rendra. Bientôt, ce ne seront plus ses parents qui essaieront de le priver d'ordinateur, mais bien le gouvernement des États-Unis. À 15 ans, Jonathan n'est plus un simple adolescent curieux. C'est un véritable hacker, l'un des plus jeunes et des plus doués de l'époque. Sur Internet, il se fait appeler Comrade. Jonathan adore défier les systèmes informatiques, non pas pour les détruire, mais pour prouver qu'il peut les dompter. C'est qu'une question de pouvoir et de contrôle. Plus la sécurité est solide, plus le défi l'attire. Il s'introduit dans les systèmes, démontre qu'ils ne sont pas si invincibles, puis passe à autre chose. Il ne vole pas de données, ne supprime rien, ne crée pas de virus. Parfois même, il fait le contraire. Après une intrusion, il envoie un message courtois à l'administrateur du système. En été 1999, Jonathan cherche un nouveau défi. Il décide alors de pirater la NASA, et plus précisément le Marshall Space Flight Center à Huntsville, en Alabama. Il parvient à accéder à 13 ordinateurs de l'agence spatiale. On ignore comment il s'y est pris exactement, mais cette fois, il télécharge un logiciel propriétaire d'une valeur estimée à 1,7 million de dollars. Ce logiciel contrôle la température et l'humidité de la Station spatiale internationale, l'ISS. Plus tard, Jonathan déclara dans une interview que le code en lui-même était médiocre. Que c'était clairement pas digne d'1,5 million, comme il disait. Il voulait juste étudier la programmation en C. Et pour lui, le meilleur moyen d'apprendre de lire du code est celle écrite par le gouvernement lui-même. Télécharger le logiciel ne lui donnait pas le contrôle direct de l'ISS. Disposer du code source est une chose, mais commander une station spatiale à distance en est une autre. Il aurait fallu bien plus d'étapes pour y parvenir. Mais malgré tout, ce piratage constitue une grave faille de sécurité. La NASA doit suspendre ses systèmes pendant 3 semaines, ce qui entraîne 40 000 $ de pertes. 2 mois plus tard, Jonathan relève un nouveau défi. Le Pentagone. Il s'introduit cette fois dans le réseau de la Defense Threat Reduction Agency, DTRA, chargé d'analyser et de contrer les menaces nucléaires, chimiques et biologiques. Jonathan accède à un serveur en Virginie et y installe une porte dérobée. Encore une fois, on ignore comment il a procédé.
Il intercepte plus de 3300 messages échangés par les employés de la DTRA et récupère 19 identifiants et mots de passe, dont au moins 10 donnant accès à des ordinateurs militaires. Pour lui, ce ne sont que des explorations sans danger. Mais pour la police fédérale, ça constitue un crime grave. Un matin de janvier 2000, Jonathan vient d'avoir 16 ans. Il possède désormais plusieurs ordinateurs et échange avec d'autres hackers. Sa mère entre dans sa chambre pour le réveiller, mais ce n'est pas un réveil habituel. Le FBI est ici, et pire encore, ils sont venus pour lui. Les agents perquisitionnent la maison et emportent 5 ordinateurs, ainsi que son Palm Pilot, quelques CD et un livre de Star Trek. Interrogé, Jonathan reconnaît tout et promet de ne plus recommencer. Pendant 3 mois, il n'a plus de nouvelles, jusqu'à ce que les autorités déposent officiellement plainte. Jonathan James devient alors le plus jeune Américain jamais condamné pour cybercriminalité. S'il avait été adulte, il aurait risqué jusqu'à 10 ans de prison, mais étant mineur, il est condamné à 6 mois d'assignation à résidence. Il n'a plus le droit d'utiliser un ordinateur et doit rédiger des lettres d'excuses à la NASA et au département de la Défense. Plus tard, il est testé positif à la drogue, violant sa probation. Il est donc envoyé 6 mois dans un centre de détention pour mineurs. Son père dira plus tard que la prison l'a profondément changé, le rendant étrangement apathique. Avec le recul, Jonathan regrette tout. Ce qui n'était pour lui qu'un jeu est devenu un cauchemar. Suite à ça, il décide alors de laisser tomber le hacking. Mais le passé, lui, ne va pas le laisser tranquille. Voici Albert Gonzalez. Il partage plusieurs points communs avec Jonathan James. Il est né dans les années 1980, est autodidacte en informatique et a 14 ans. Mais surtout, lui aussi a réussi à pirater la NASA. Résultat, comme Jonathan, il a reçu la visite du FBI. Mais contrairement à James, Gonzalez ne s'est pas arrêté là. On ne sait pas si les deux hommes se connaissaient, mais ils avaient un ami commun dans le milieu hacker, un certain Christopher Scott. Sur Internet, Gonzalez utilisait de nombreux pseudonymes, mais son préféré était Soup Nazi, une référence à un personnage célèbre de la série Seinfeld. Au début des années 2000, Gonzalez découvre un forum clandestin appelé Shadow Crew. C'est une place de marché illégale où s'échangent des numéros de cartes bancaires volés, des identités piratées et toutes sortes de données financières. En 2003, il est arrêté en flagrant délit alors qu'il tente de retirer de l'argent à un distributeur avec des fausses cartes de crédit. Pour éviter la prison, il accepte de collaborer avec les services secrets américains. Pendant un temps, il aide à faire tomber plusieurs membres de Shadow Crew. On pourrait croire qu'un informateur du gouvernement arrêterait ses activités illégales, mais pas Gonzalez. Il estime que le salaire versé par les autorités est bien trop faible, et décide de reprendre le hacking en secret. Il met alors en place une opération sophistiquée baptisée Get Rich or Die Trying. Cette opération allait devenir l'un des plus grands cas de vol d'identité de l'histoire. Elle allait ruiner sa vie, écoutez celle de Jonathan James. Voici Christopher Scott, ami à la fois de Gonzalez et de Jonathan James. À ses côtés, se trouve un individu identifié dans les dossiers judiciaires uniquement sous les initiales JJ. Tous deux pratiquent une technique appelée war driving. Le principe est simple. Ils se promènent en voiture avec un ordinateur portable et une antenne radio puissante à la recherche de réseaux Wi-Fi d'entreprises mal sécurisés. Devant un magasin Office Max, pendant que les clients achètent des fournitures de bureau, Scott et Gigi se connectent discrètement au réseau Wi-Fi du magasin. De là, ils s'introduisent dans le système interne et installent un logiciel espion, capable d'enregistrer les numéros de cartes bancaires utilisés à la caisse. Les données ainsi capturées sont envoyées à Gonzalez, qui les transfère ensuite à un autre hacker chargé de décrypter les codes PIN. Mais Gonzalez et son équipe ne se contentent pas de vendre ces données. Ils les reprogramment sur des cartes magnétiques vierges et s'en servent pour retirer des milliers de dollars aux distributeurs automatiques. Après l'attaque contre Office Max, les banques sont contraintes de remplacer environ 200 000 cartes. Et ce n'est qu'un début. Au cours des 3 années suivantes, Gonzalez et ses complices piratent plusieurs grandes enseignes américaines, telles que BG Wholesale Club, Boston Market, Barnes & Noble, Forever 21 et bien d'autres. Mais leur plus grand coup survient contre TJX Companies, le groupe propriétaire des magasins TJ Maxx, Marshalls, Home Goods, etc. Au total, 96 millions de données de clients ont été volées. C'est alors le plus grand vol de données bancaires de l'histoire américaine. En tout, la bande de Gonzalez a dérobé les informations de 180 millions de cartes. Les entreprises victimes subissent environ 400 millions de dollars de pertes, en remboursement, frais juridiques et enquêtes techniques. L'affaire fait la une des journaux.
Les services secrets enquêtent et finissent par découvrir que leur propre informateur, Albert Gonzalez, est en réalité le cerveau du piratage. Nous sommes en mai 2008 à Pinecrest, en Floride. Jonathan James a maintenant 24 ans. Il ne travaille pas, n'est pas allé à l'université et vit toujours dans la maison familiale avec son frère. Sa mère est décédée du cancer du sein 6 ans plus tôt. Il souffre de dépression et mène une vie solitaire, loin du monde de l'hacking. Mais un matin, une nouvelle descente des services secrets a lieu chez lui, presque 8 ans jour pour jour, après celle du FBI. Les agents fouillent toute la maison, pensant que JJ dans les dossiers du cas TJX désigne Jonathan James. Ils trouvent une ancienne lettre de suicide et une arme à feu. Jonathan, sous le choc, nie toute implication et jure qu'il n'a aucun lien avec les vols de données. En lisant le mandat de perquisition, il découvre un nom familier. Albert Gonzalez. Il comprend que celui-ci est l'informateur des autorités depuis 2003 et qu'il a trahi d'autres hackers pour protéger sa propre liberté. Jonathan réalise que Gonzalez tente maintenant de rejeter la faute sur Scott et par ricochet de servir de bouc émissaire. Il se dit que pour les autorités, il serait un coup médiatique parfait. L'ancien jeune hacker de la NASA devenu criminel. Il est convaincu que le système judiciaire va le condamner, même s'il est innocent. Et il se souvient d'un texte célèbre dans la communauté hacker, The Agent Steele's Guide to Getting Busted. Un guide écrit par un hacker devenu informateur, Justin Tanner Peterson. Ce document décrit la justice américaine comme un jeu truqué, où les agents mentent et manipulent pour obtenir des condamnations. Jonathan croit désormais qu'il n'a aucune chance, mais refuse de retourner en prison. Le 18 mai 2008, 2 semaines après la perquisition, Jonathan James est retrouvé mort chez lui, victime d'une blessure par balle auto-infligée. Il laisse une lettre d'adieu à sa famille et à ses amis, ainsi que les mots de passe de ses comptes. Dans cette lettre, il écrit « Je n'ai plus aucune confiance dans le système judiciaire. Peut-être que mon geste aujourd'hui enverra un message plus fort au public. Dans tous les cas, j'ai perdu le contrôle de la situation, et c'est la seule manière pour moi de le reprendre. Ce n'est pas une question de victoire ou de défaite, c'est une question de savoir qui gagne ou perd. Et passer 5, 10 ou 20 ans en prison pour un crime que je n'ai pas commis, ce n'est pas une victoire. Je meurs libre. » En mars 2010, Albert Gonzalez est condamné à 20 ans de prison fédérale pour son rôle dans ces piratages massifs. Les agents ont retrouvé dans le jardin de ses parents un baril contenant 1,2 million de dollars en liquide. Christopher Scott est quant à lui condamné à 7 ans de prison. Finalement, les enquêteurs estiment que le pseudonyme JJ ne désignait pas Jonathan James, mais plutôt Stephen Watt, un autre hacker impliqué dans l'affaire TJX, connu sous le pseudo de Jim Jones. Au moment de sa mort, Jonathan n'avait pas été inculpé, ni arrêté, ni jugé. Mais la peur de se faire accuser à tort et sacrifier comme exemple l'a poussé à mettre fin à ses jours. Jonathan James n'était pas un criminel endurci. C'était un adolescent surdoué, passionné par la technologie et curieux de comprendre comment fonctionnent les systèmes. Souvent après ces piratages, il proposait son aide pour renforcer la sécurité. Au lieu d'encadrer ces jeunes talents et de canaliser leur génie, la justice américaine a préféré en faire un exemple, jusqu'à détruire sa vie.